Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette, 3e, vidéo, que je fais sur les travaux que j'ai fait en cette année, 2025. Et donc aujourd'hui je m'attaque, à un sujet, on va dire qui me tient à cœur, c'est, tout simplement, le monde agricole, britannique. Avec cet article que j'ai publié en juin 2025, et le titre traduit en français, c'est sur le grenier, sous-entendu grenier à blé du Royaume-Uni et sur l'agriculture britannique. Donc c'est un essai qui est né tout simplement du travail que j'ai fait sur Threads. C'est un film de 1984 qui raconte les conséquences d'un conflit nucléaire fictif sur le Royaume-Uni. Et donc, comme j'ai fait tout un travail sur la plausibilité du film, j'ai forcément fait un travail sur l'agriculture. Et donc, j'ai découvert le monde agricole britannique que je ne connaissais pas du tout. Et on va dire, enfin, je l'explique dans l'article, on va dire pour lequel j'ai une vision assez cliché et pessimiste. Donc, ce que je raconte en introduction, dans le cadre de ces recherches, c'est que pendant que j'étudiais l'agriculture britannique, j'ai vu un documentaire qui n'est pas traduit en français, malheureusement, qui s'appelle Norfolk Past, qui a été produit par la société enfin, avec l'aide d'autres personnes, mais notamment la société d'archives cinématographiques de l'Est Anglie, et qui raconte l'histoire de cette région agricole, qui est peut-être même un peu le cœur agricole du Royaume-Uni, des années 1900 jusqu'aux fin des années 1960, avec beaucoup d'images d'archives et quelques interviews de personnalités ou de figures locales pour raconter les évolutions de cette région. Donc cet article, c'est l'occasion, en fait, enfin, ce qui a été fait, c'est raconter l'histoire du Royaume-Uni à partir de ce comté très rural au Royaume-Uni, et de faire le lien avec l'ensemble de l'histoire du Royaume-Uni. Donc là, ici, vous avez la table des matières. Donc ça commence d'abord par une sorte d'histoire de l'Est de l'Angleterre. Et je fais démarrer, on va dire, mon travail voire presque au paléolithique, pardon. Et je fais un saut rapidement vers l'occupation romaine, puisque le Royaume-Uni moderne a été effectivement pendant un temps occupé par les Romains. Et donc, cette région de l'Est d'Angleterre est non seulement probablement on va dire le premier lieu au Royaume-Uni qui a été peuplé par des humains, tout simplement. Et cette région, l'Est de l'Angleterre, a été largement, on va dire, modelée et occupée par les Romains pendant une très longue période. Et donc il en reste un certain nombre de ruines, dont notamment on va dire, c'est pas tout à fait un château fort, c'est plutôt une sorte de fortin. Donc je raconte également l'histoire un peu avant les Romains, et notamment un conflit qui est très célèbre entre une tribu enfin, qui vivait à l'époque enfin, dans ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni, et les Romains. Donc c'est une révolte qui a duré environ un an. Et une figure célèbre qui a émergé, c'est la reine Boudica, qui a été pendant un certain moment, enfin environ entre le 18e et le 19e siècle au Royaume-Uni, une sorte de symbole national, enfin même un symbole politique. Donc voici une peinture de cette femme un peu stylisée, on va dire. Ce qui est très intéressant pour comprendre notamment pourquoi Norfolk et puis l'Est de l'Angleterre en général est une région agricole importante, il faut aussi s'intéresser à la façon dont ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni a été enfin, on va dire colonisé et développé par ce qu'on appelle les Romains, pardon. Et donc ce qu'on observe avec ces trois cartes, donc qu'on appelle ça de gauche à droite, vous avez les villes, principales villes romaines de l'époque, tout ce qui est de l'ordre des infrastructures, et tout à droite, tout ce qui est, on va dire, production industrielle, entre guillemets. Enfin, c'est à l'époque des Romains. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que déjà à cette époque, les Romains, sans le savoir, en fait, ils inventent ce qu'on appelle au Royaume-Uni la ligne North-South Divide. Donc, c'est une ligne à peu près en fait, ça sépare le Royaume-Uni en deux. Donc, vous avez une région en bas qui va de ce qu'on appelle les Cornouailles. Et on tire un trait à peu près jusqu'à un certain point au niveau du Lincolnshire dans l'est. Et donc ça, c'est le sud. Donc c'est aujourd'hui ce qui est
toujours la région, on va dire, enfin, les régions les plus riches du Royaume-Uni, et vous avez tout ce qui est au nord, qui est malheureusement beaucoup plus sinistré, voire pauvre. Alors à la fois pour des raisons agricoles, et pour des raisons également historiques, parce que ces régions qui étaient plus au nord étaient notamment très industrielles et minières, et donc je ne refais pas l'histoire ici, mais avec la fermeture des mines et d'un certain nombre d'industries, ce sont des régions qui sont entrées en déclin. Et c'est un sujet un peu tabou au Royaume-Uni, on évite de parler de cette ligne, on va dire, imaginaire, parce qu'elle est associée à des stéréotypes qui ne sont pas toujours très agréables pour les personnes qui vivent plus au nord. Donc ce qui est intéressant ensuite, c'est de savoir que quand les Romains sont partis, euh, Le, le Royaume-Uni, enfin ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni, est rentré dans une période un peu mystérieuse, parce que pendant très longtemps, bah, des gens ont continué à vivre hein, sur le territoire, mais il y a très peu, voire pas, d'archives historiques ou même de sources écrites. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé pendant très longtemps. Donc, je reviens un peu sur le royaume de ce qui est un royaume qui s'est appelé l'Est Anglia. Et donc, à une époque, vous avez eu au Royaume-Uni ce qu'on appelle, avant 1900, avant, pardon, 918, vous avez ce qu'on appelle l'Heptarchie au Royaume-Uni. Et donc, vous avez l'Est anglais avant ça qui est à l'Est. Donc, ça correspond grosso modo au comté de Norfolk au nord et Suffolk au sud. Et en rouge, vous avez les principaux, enfin, ce qu'on pourrait dire les principaux royaumes anglais ou britanniques, je sais pas comment on peut dire. Donc, l'histoire est un peu complexe, puisqu'ensuite vous avez des sortes, pas d'invasions, mais de peuples qui viennent des fois s'installer ou vouloir prendre contrôle de ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni. Donc là, c'est une autre carte qui montre ce qui est le royaume des Danelaw. Et puis vous avez également à l'époque d'autres, on va dire, royaumes qui existent, avec autour de Wessex et Northumbria. Et ça, c'est une illustration de ce qu'était en gros le royaume de l'Est-Anglie, enfin ce qui s'appelle East Anglia en anglais. Et donc vous avez à peu près les monastères les plus, on va dire, essentiels, un certain nombre on dit pas settlements en français, villes ou pas, ou voilà, en tout cas des populations sont établies. Donc ensuite, je fais un saut. Donc là, ça veut dire que le royaume d'Angleterre existe déjà à l'époque, et je passe à ce qu'on appelle le Domesday Book. Donc c'est un ouvrage qui n'est pas forcément connu en France, mais au Royaume-Uni, c'est un ouvrage clé, voire majeur, parce que c'est la première fois, c'est en 1086 que William le Conquérant fait un recensement intégral de ce qui existe en Angleterre à l'époque, et notamment au niveau agricole. Donc pour identifier les terres, les propriétaires, et si vous avez l'occasion de lire des éditions un peu simplifiées, où ils sont allés loin, puisque des fois ils ont recensé les charrues, etc. Et donc c'est un registre extrêmement complet. Et au Royaume-Uni, il faudra attendre 1873 pour avoir un sorte de recensement aussi exhaustif et aussi précis. Et donc le Domesday Book est resté un, un document, je dirais, des fois à valeur légale quand il y avait des litiges agricoles, puisqu'il est extrêmement précis. Donc à l'époque du Domesday Book, l'agriculture britannique, comme dans d'autres pays européens, est dominée par ce qu'on appelle l'open field. Donc l'open field, bah, c'est pas compliqué, hein. C'est des champs ouverts, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. Et donc c'est un type d'agriculture un peu spécifique, puisqu'on cultive, on fait ce qu'on appelle du strip farming. Et donc ça veut dire qu'on fait de l'agriculture, pour faire simple en français, en bande. Et donc cette photo l'illustre. Donc alors je connais pas, je sais pas exactement ce qui pousse sur la photo, mais vous avez ce qui est un peu jaune. Vous avez des choses qui sont vertes. Alors je sais pas, peut-être que c'est des choses en jachère, mais enfin bref, c'est ce système. En gros, vous avez je sais pas moi, un terrain on va dire rectangulaire, et donc on découpait des bandes et on faisait des cultures différentes sur ces bandes dans un système complètement ouvert. Donc, ce système n'existe plus au Royaume-Uni, à part dans
dans quelques endroits, j'expliquerai pourquoi il n'existe plus après. Et le seul endroit au Royaume-Uni où c'est toujours en place, donc c'est-à-dire que les habitants travaillent en commun dans ces champs, parce que c'était une agriculture collective, c'est à Laxton, pardon, c'est dans le Nottinghamshire, et c'est un village qui fait l'objet d'un très grand soin au Royaume-Uni, parce que c'est le seul exemple toujours vivant du système des open fields, avec tout ce qui va avec, notamment le cadre juridique, etc. Où les gens se rendent devant une cour pour décider un certain nombre de choses chaque année, etc. Donc c'est vraiment le seul exemple au Royaume-Uni où ce système est toujours en place, dans, je dirais à la fois sur le plan agricole, juridique, etc. Donc l'histoire avance, donc Norfolk, comme d'autres régions de l'Est, deviennent enfin, très agricoles. Et les années 1200-1300 voient, on va dire, une certaine, comment dire, un certain enrichissement dans le royaume d'Angleterre, et donc notamment un vestige de cette époque qui témoigne de cette richesse, c'est la Stokesay Castle, c'est dans le Shropshire, et donc elle est toujours conservée aujourd'hui, et donc c'est un bâtiment on va dire de très belle facture, qui témoigne vraiment à la fois de l'ambition et puis au moyen des moyens financiers, donc de la richesse qui était disponible à cette époque, donc une époque plutôt prospère. Norfolk, enfin l'Est d'Angleterre en général, est également enfin, est également importante, alors pas que pour l'agriculture, mais pour des raisons un peu plus symboliques, parce que la famille royale, depuis très longtemps, a, si on peut le dire comme ça, une sorte de pied à terre là-bas. Donc il y a un château historique qui s'appelle Castle Rising, mais il y a également enfin, deux résidences, je crois, qui sont toujours propriété de la famille royale. Donc vous avez là, à gauche, pardon, vous avez le château dont je parlais. Vous avez au centre Bleaking Hall. Et c'est toujours ça appartient toujours à la famille royale, c'est toujours une résidence royale, c'est Sandringham House, qui est très connu pour son très grand parc, on va dire. Et c'est à Sandringham House que la reine Elisabeth va faire le premier message, on va dire radiodiffusé, pour Noël en 1952, et également le premier message, enfin les premiers vœux de Noël à la télévision en 1957, donc ce qui était un peu un événement à l'époque pour le Royaume-Uni. Ensuite, le Royaume-Uni, parce qu'aujourd'hui le Royaume-Uni va connaître une époque troublée entre ce qu'on appelle la peste noire et la guerre de 100 ans. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Le Royaume-Uni a souvent connu, enfin ce qui était le Royaume d'Angleterre à l'époque, a souvent connu des crises agricoles majeures pour des raisons notamment liées aux contraintes du sol. Donc une des plus graves crises, c'est entre 1315 et 1317. Il y a une crise agricole qui affecte également l'Europe, mais en Angleterre, c'est particulièrement sévère, parce qu'à la fois, bon, il y a baisse des récoltes, mais également enfin, perte d'une grande partie du bétail. La deuxième crise, c'est la peste noire entre 1348 et 1349. Et au Royaume-Uni, ça a été particulièrement destructeur, comme dans d'autres parties de l'Europe, avec disparition parfois presque intégrale de certains villages et de certaines communautés. Et donc la chute est particulièrement brutale au Royaume-Uni, puisqu'on passe de 4 à 5 millions d'habitants à quelque chose qui serait probablement autour de l'ordre de 2 millions. Et en Angleterre à l'époque, c'est un phénomène qui est assez frappant. Pendant plusieurs siècles, la population d'Angleterre va stagner à cette échelle. Ils vont pendant très longtemps n'être que 2 millions plus ou moins au Royaume-Uni pendant plusieurs siècles. Ça crée un certain nombre de problèmes, et notamment ça crée des pénuries de travailleurs dans les champs, et ça aboutit à un certain nombre de tensions sociales à l'époque. Et donc vous avez en 1381 une révolte des paysans qui est particulièrement grave en Angleterre, qui force le roi lui-même à intervenir en personne dans le conflit. Ensuite, il y a la guerre de 100 ans, donc de 1337 environ à 1453. Donc c'est pas une guerre continue. Pour ceux qui ne savent pas, c'est objectif. Enfin, il y a une temporalité effectivement d'environ 100 ans, mais quand on regarde le détail, il y a des périodes de conflit, il y a des sortes de trêves, il y a des moments un peu de paix, etc. Et le conflit n'est pas, on va dire, permanent pendant toute cette période.
Et donc, malheureusement, c'est une défaite pour l'Angleterre et c'est une époque très troublée avec une angoisse assez forte, notamment des habitants, que les Français cherchent à envahir pardon, le royaume. Vous avez ensuite un certain nombre de choses hein, qui se produisent, notamment bon, la guerre des Roses, euh, qui est pareil, qui est assez, enfin, qui va durer longtemps et qui déstabilise pour beaucoup l'Angleterre. Vous avez également, je rentre pas dans les détails, ce qu'on appelle les guerres civiles anglaises, avec une figure très connue qui s'appelle Oliver Cromwell, qui finira par, enfin, ceux qu'on appelait les parlementaristes finiront par l'emporter, avec Oliver Cromwell à sa tête, et pendant environ une décennie, il établira ce qu'on appelle le protectorat au Royaume-Uni. Donc c'est un peu une anomalie au Royaume-Uni, sur quasiment, faut dire presque plusieurs millénaires enfin presque un millénaire, pardon, de domination royale. Vous avez une décennie environ où c'est une dictature militaire, officiellement républicaine, donc il n'y a pas de famille royale. Il y a un parlement et Oliver Cromwell, plus son fils pendant environ un an et un peu plus, qui gouverne l'Angleterre. C'est le Royaume-Uni évolue aussi un peu sur le plan législatif. Donc vous avez notamment la Magna Carta en 1215. Et à partir des années 1600, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place et qui expliquent d'ailleurs pourquoi l'Angleterre, enfin puis le Royaume-Uni, sont passés sur un modèle qu'on appelle de monarchie parlementaire. Parce qu'en gros, la guerre civile et puis un certain nombre d'événements force en fait on va dire le système royal à faire des concessions en termes de droits individuels et même pour le Parlement. Donc vous avez ce qui est connu la pétition des droits, l'habeas corpus, et puis vous savez ce qui est célèbre, le Bill of Rights en 1689. Le pays finit un moment par un peu se stabiliser, on va dire, politiquement parlant. Et donc vous avez progressivement la formation du Royaume-Uni moderne qui se fait. En 1607, vous avez l'Écosse qui est incorporée, et puis en 1800, l'Irlande. Donc, quand je parlais des open fields, pourquoi ils n'existent plus? Parce que l'Angleterre va connaître un mouvement très particulier qui s'appelle les Unclosers. Alors c'est un concept qui est des fois, enfin c'est pas toujours bien compris en français, donc je vais essayer d'expliquer on va dire de façon claire et limpide. Ce qui se passe, c'est que l'open field pose un certain nombre de problèmes, on va dire notamment économiques, parce que c'est un système qui est collectif. Donc, comme j'expliquais, hein, les paysans s'entendent chaque année pour ce qu'ils veulent faire, etc. Donc c'est pas une agriculture forcément très efficace, et donc va se mettre en place un mouvement pour, en quelque sorte, privatiser les terres agricoles et aller vers une agriculture à forte capitalisation. Et donc, va se mettre en place progressivement les enclosures. Et donc, comme leur nom l'indique, ça consiste tout simplement après à prendre, bon, ici des open fields et aller, pour faire simple, à les clôturer pour les diviser tout simplement en parcelles qui sont privatives. Et notamment, on fait ça, pourquoi? Parce que on souhaite notamment développer l'élevage, qui est une industrie qui a pendant très longtemps été rentable, pas pour la viande, mais pour la laine, parce que pendant très longtemps, le Royaume-Uni a une spécialité dans le textile et dans la laine, notamment à l'exportation. C'était une source de revenus très importante pour le Royaume. Donc, pour faire un peu simple, il y avait ce qu'on appelait les commons, donc on va dire le système qui gérait les open fields. Donc souvent c'était on va dire que les propriétaires étaient la paroisse ou on va dire le seigneur local, pour faire simple. Et donc les paysans étaient autorisés à utiliser collectivement les terres. Et donc les décisions étaient généralement prises ensemble, et donc chaque année on s'entendait sur ce qu'on voulait faire ou pas faire sur ces terres. Et donc, les enclosures, c'est convertir ces terres on va dire communales, pour prendre un mot un peu français, en propriété privée. Donc, comme je disais, le principal intérêt, c'était d'aller vers la production de laine et également pour améliorer la productivité et passer vers un système capitaliste. Enfin, oui, voilà, capitaliste au sens le mot anglais, c'est capital intensive, donc c'est-à-dire que ce soit des personnes privées qui gèrent et donc qui aient des investissements financiers, de machines, de ce que vous voulez, pour accroître les rendements
etc. Donc, c'est un système qui, au début, s'est fait de manière un peu informelle, et ensuite, c'est le Parlement britannique qui a pris des mesures avec les Enclosures Acts, et donc il y en a eu un certain nombre qui ont été prises, et donc des territoires entiers ont été soumis à ce système. Donc, ça a eu deux effets. Donc, c'est effectivement un premier effet d'améliorer les performances du système agricole, de le rationaliser aussi d'une certaine manière, mais c'est un phénomène qui n'a pas été fait de manière euh, en- entre guillemets, en prenant en compte les considérations sociales. Donc, il y a eu des expulsions des fois brutales, et ça a pu engendrer aussi dans certaines parties du Royaume-Uni des migrations vers les villes. Et par exemple, je vous montre après, dans certaines régions, comme des fois l'Irlande, l'Écosse, ça a été des fois particulièrement brutal, et vous avez des régions qui ont été assez désertées, quoi, quand il y a eu une volonté de reprendre, enfin de privatiser un certain nombre de terres. Donc ça, c'est une illustration, donc ça marche en Angleterre, mais c'est un système qui existait dans certains pays européens, et donc ça illustre le système des open field. Donc ici, c'est l'illustration d'un système autour d'un manoir. Donc je rentre pas dans le détail, mais j'expliquerai après avec le système de, comment on appelle ça, le système légal qui permet de gérer les terres au Royaume-Uni. Donc, comme je disais, il y a eu des campagnes particulièrement brutales. Donc, par exemple, entre guillemets, ce qu'on appelait sorte pas de nettoyage, mais de privatisation d'une partie des Highlands en Écosse entre 1750 et 1860. Et vous avez également, c'est connu hein, malheureusement, en Irlande, qui avait été frappée déjà par une famine. Vous avez eu à certaines époques des scènes d'expulsion, donc pas forcément liées aux enclosures, mais la photo permettait de prendre, de mesurer un peu comment ça pouvait se passer pour ces personnes qui étaient confrontées à la privatisation du système des open fields. Et donc, vous avez une carte qui illustre l'impact de ce phénomène. Et donc, vous avez en noir, en assuré, les régions où cela s'est déroulé, notamment avec des Enclosures Act. Donc, comme je disais, c'est un mot qui est un peu mal compris en français, Enclosures. Euh, comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose qui alors oui, on fait des clôtures, mais il faut si on devait faire une comparaison en français, ce serait un peu ainsi, ce qui a été fait, c'est consolider le système agricole et le système de gestion des terres agricoles, quoi, tout simplement. Donc simplement, vous avez vu un peu un phénomène un peu similaire en France, hein, qui est plutôt l'inverse d'ailleurs, ce qu'on appelle en France le remembrement. C'est-à-dire que dans certaines régions, notamment de Bocage pour ceux qui connaissent, on a justement enlevé les haies pour refaire des terres avoir des surfaces agricoles plus grandes et plus exploitables, notamment avec des machines. Ce phénomène des enclosures, s'est développé hein, sur plusieurs années, et ce sont notamment les guerres napoléoniennes qui ont un peu peut-être mis un coup d'accélérateur, parce qu'à l'époque, l'Angleterre est en conflit avec la France, il y a le blocus continental, etc. Donc le Royaume-Uni a besoin d'être très indépendant sur le plan agricole, et donc un effort est fait pour augmenter la productivité agricole. Et donc, pour revenir à l'époque, enfin, ce qui était l'industrie de la laine, alors aujourd'hui, malheureusement, ça a beaucoup disparu hein, au Royaume-Uni, ça a beaucoup décliné. Et donc, le Royaume d'Angleterre, était vraiment pendant très longtemps spécialisé dans la production de laine, donc notamment avec des exportations vers ce qui était à l'époque une région textile importante en Europe, c'était les Flandres. Donc c'était tellement important comme ça, pour le Royaume d'Angleterre qu'au Parlement, on a même fabriqué ce qu'on appelle le woolsack. Et donc enfin alors il y a des photos sur Internet, c'est une espèce de coussin, on va dire, tout rouge. Et donc ce coussin était rempli de laine, simplement de la laine anglaise, enfin britannique, voilà. C'est devenu une source de revenus tellement importante. Les dirigeants de l'Angleterre avaient tellement conscience de l'importance de cette industrie qu'à une époque, ça peut faire rire, il y a une loi pour obliger les gens à porter un bonnet ou ce que vous voulez les jours de fête pour stimuler l'industrie de la laine. Et alors aujourd'hui, il en reste malheureusement que des vestiges, mais notamment par exemple autour de Leeds, vous aviez des filatures très grandes avec beaucoup d'employés. Et donc, c'était vraiment une industrie critique. Et donc, bon, malheureusement, il reste que ces photos. Donc, c'est-à-dire, malheureusement, ce sont des usines qui ont fermé, puisque l'industrie textile britannique a été largement décimée dans les années
Même pas 80, ça avait commencé des fois avant, dans les années 60-70, sous pression simplement d'importation de pays entre guillemets émergents, et puis tout simplement pour des raisons mais qui sont liées ça à l'état de l'industrie britannique à l'époque, avec on pourrait dire de la vétusté, pardon, du manque d'investissement, etc. Et puis d'autres problèmes, notamment liés au poids des syndicats, mais ça c'est des choses qui sont plus politiques et pas liées directement à l'agriculture. Donc, dans le même temps, l'agriculture britannique se diversifie avec l'introduction de nouveaux produits. Alors, il y avait déjà pendant très longtemps bon, les classiques, hein, il y avait des légumes, il y avait des céréales, il y avait également quelques fruits, etc. C'est pas un sujet. Mais pendant longtemps, l'agriculture était un peu limitée. C'était un peu, on va dire, pas répétitif, mais c'était un peu basique, un peu simple. Et donc, un certain nombre de produits arrivent, dont la pomme de terre. Donc, ça, c'est un produit qui vient d'Amérique du Sud. Et donc, qui va être très développé au Royaume-Uni, notamment aujourd'hui dans l'Est, en Écosse et également en Irlande, parce que le produit est associé malheureusement à la famine irlandaise. Et d'autres produits sont introduits comme les carottes, également un peu de maïs et des choses comme ça. Donc la production agricole augmente et en même temps se diversifie, s'enrichit. Ensuite, c'est très important, c'est la révolution agricole britannique, qui a non seulement bon, impacté le Royaume-Uni, mais également d'autres pays européens. Donc il y a plusieurs choses qui sont, on va dire, inventées. Vous avez ce qu'on appelle la rotation des cultures, le système dit de Norfolk. Vous avez la création des machines comment je pourrais dire ça, à déposer enfin des graines pour ensemencer le sol, pardon. Vous avez également des innovations qui sont mises en place dans l'élevage et donc qui contribuent au développement de l'agriculture britannique, ce qui est un besoin avec l'arrivée de la révolution industrielle, parce que les gens quittent la campagne pour aller travailler en ville et il faut nourrir ces personnes. Donc vous avez un schéma ici qui illustre le système. Donc en gros, c'est assez simple, hein, c'est un système de rotation, hein. On fait d'abord du blé, on met d'autres plantes, il y a de l'orge, etc. Et puis on fait ça chaque année ou avec un rythme différent. Mais le concept, c'est de renouveler les sols et de ne pas les épuiser en faisant qu'une seule culture tous les ans sur les mêmes parcelles. Ce qui va t'arriver, c'est que le système se développe, mais j'y reviens après, le territoire britannique a des contraintes géographiques assez lourdes. La productivité à l'époque, malgré les efforts, reste limitée. Et à un moment, ce qui va se passer, c'est que l'Angleterre va abolir ce qu'on appelle les Corn Laws, et donc en 1246, et donc en gros, il n'y a plus de blocage sur les importations de céréales et d'autres produits agricoles, et ça va causer beaucoup de problèmes pour les agriculteurs britanniques. Et donc plusieurs dépressions se produisent entre 1873 et 1896. Ce qui est intéressant aussi, grâce à la révolution agricole britannique, c'est que le paysage agricole britannique change, et notamment, on en vient à abandonner tout simplement de vieilles pratiques agricoles, et donc vous en avez des vestiges sur ces photos. Donc, c'est rigolo, le sol a gardé trace de ces pratiques agricoles, et donc vous avez ce qu'on appelle à gauche les run rigs, et à droite, ce qu'on appelle la méthode des lazy beds. Donc, ce sont d'anciennes méthodes agricoles. Les run rigs, sans rentrer dans les détails, c'est un système un peu précaire dans certaines régions d'Écosse, donc sur des sols très pauvres comme ceux qu'on voit malheureusement à l'écran à gauche. Et donc, il y avait une espèce d'entente pour, on va dire, cultiver, qui faisait quoi, etc. Mais c'est un système très précaire et qui a fini par être aboli. Et les lazy beds, à droite, c'est simplement une technique agricole, une façon de préparer le sol. Et donc, ça laisse ces deux techniques, enfin ces deux manières de travailler les sols ont laissé des traces qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Voilà, les paysages sont marqués, mais ce sont des pratiques qui n'existent plus. Et en Écosse, je parle de quelque chose qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le cache-rom. Alors, on peut voir des photos, il y a sans doute quelques Écossais encore aujourd'hui qui le font, des fois pas pour le folklore, mais parce que c'est intéressant de matière d'anciennes pratiques agricoles. Euh, le sol, on va dire la qualité du sol pose un certain nombre de problèmes, et donc on ne peut pas forcément faire du labour avec une charrue, et des fois simplement beaucoup de paysans n'avaient pas les moyens d'avoir un cheval ou des bœufs et une charrue, et donc on avait inventé ce qu'on appelle je sais pas comment dire, une sorte de charrue, mais qui fonctionnait avec les pieds, et donc ça ressemble à une espèce de pelle. J'ai pas mis de photos dans l'article, et donc en gros le paysan faisait ses sillons en, euh, en utilisant son pied, l'espèce de bâton, et en creusant un sillon dans la terre.
Donc j'en profite également, pour parler des transformations, un peu que on va dire culturelles, sociales dans le monde agricole et donc, le monde agricole britannique, comme d'autres régions d'Europe et du monde, a ses propres fêtes et donc il y a 2 fêtes qui sont intéressantes à connaître, qui existent encore un peu aujourd'hui mais, malheureusement elles ont beaucoup, périclité avec tout simplement la contraction du monde agricole britannique, du fait notamment de la mécanisation et donc vous avez le Plough Day, vous avez également le May Day et donc ces 2 fêtes sont assez connues au Royaume-Uni, c'est un peu bon, folklorique. Donc à gauche, vous avez notamment comment on pourrait dire, le bonhomme de paille pendant le Ploughon Day. Au centre, vous avez, alors ça c'est super connu dans beaucoup de pays d'Europe du Nord, notamment dans les pays nordiques également, et là ici la photo est en Angleterre, c'est ce qu'on appelle les enfants dansent autour de ce qu'on appelle le poteau de mai. Et vous avez également, tout à droite, c'est une parade, enfin ce sont des habitants qui, voilà, font de la musique et cetera, pendant le May Day dans une région qui s'appelle, enfin dans un comté, le comté de Devon. Donc il y a toujours hem, un effort qui est fait pour maintenir ces fêtes et traditions, rurales, mais c'est pas forcément très, développé. Ce qui reste populaire, c'est le May Day, pardon, qui est, effectivement, pas une institution, mais presque au Royaume-Uni. Donc le monde agricole, bah, il vit pas tout seul, hein. Il y a un certain nombre de choses qui sont organisées à la fois pour le public et pour les professionnels de l'agriculture. Donc, il y a un certain nombre de salons, royaux qui sont organisés. Il y a également un effort qui a été fait pour, promouvoir les fabricants comment on appelle ça? Enfin, ceux qui font des fruits, des pommes et cetera. Et également, j'en parle parce que les Britanniques aiment bien également célébrer le monde agricole avec un certain nombre de films, donc certains des fois plus, je dirais certains plus esthétiques et d'autres plus sociaux. Donc un film qui est très beau, c'est Hackenfield de 1974. C'est tiré d'une nouvelle du même nom et ça raconte la vie d'un village fictif dans le comté de Suffolk sur plusieurs décennies. Et moi, j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé. Et donc, en fait, c'est un peu une espèce un peu d'arc narratif. Ça raconte l'histoire d'un monsieur il y a très longtemps qui est spécialisé dans le dressage des chevaux, notamment pour le labour. Ce monsieur, à un moment, part dans une ville pour trouver du travail, en lien avec les chevaux, mais il revient sans travail. Et plusieurs décennies plus tard, vous avez son petit-fils, on va dire, qui vivote un peu à la campagne, et lui aussi fait le rêve de partir. Donc je raconte pas tout, mais il y a une jolie scène à la fin du film où il part, quitte son village, et il croise un peu le sorte de fantôme de son arrière-grand-père qui revient vers le village, et le jeune homme se demande si lui aussi il fera face à ce problème. Un autre film qui est assez dur, c'est Leveling, ça se déroule dans le Somerset, et c'est sur la difficulté des éleveurs britanniques. Vous avez également un film qui est joli, c'est Whitney and I. Alors, c'est pas un film sur l'agriculture, c'est un film plutôt de la comédie, un peu drame. Ce sont deux comédiens britanniques qui sont au chômage et qui sont en plus qui ont des problèmes d'alcool, etc. Et donc, une connaissance leur propose on va dire, de prendre l'air, et donc ils partent en voiture dans la région de Lake District, c'est à Cumbria. Donc, ça parle pas d'agriculture, mais les paysages sont très beaux et c'est plus un joli film en plus. L'histoire entre les deux personnages. Donc voilà. Et vous avez aussi Goes on Country. Donc là, c'est plutôt drame social, bon, comme les Anglais peuvent en faire, sur notamment la vie des fermiers dans le nord de l'Angleterre. Donc vous avez un jeune fermier du Yorkshire qui rencontre un migrant roumain. Et donc vous avez un certain nombre de photos que je trouve jolies. Ce sont des photos qui viennent des bandes annonces officielles et qui permettent d'illustrer ce côté rural et un peu bucolique qu'on ne connaît pas toujours du Royaume-Uni. Donc la première tout en haut, c'est Takenfield, ensuite c'est Leveling, et ça c'est là que j'aime beaucoup la photo tout en bas. Donc vous avez un des personnages qui se balade dans la région de Cumbria, et donc vous savez, bon bah c'est ces petits murets classiques avec les animaux, etc. Et puis les prairies, c'est très joli. Enfin, moi je trouve. Donc pendant que je discute des films, je parle également de cet article des documentaires. Entre 1930 et 1960, il y a eu un très grand effort fait, notamment via comme ça, des films un peu promotionnels et puis des films d'actualité comme ça, au cinéma, pour
sensibiliser les Britanniques sur leur agriculture. Et donc vous en avez plusieurs qui sont sortis, et un des plus célèbres, c'est West of England de 1951. C'est bon, c'est clairement du film promotionnel, c'est pour l'ouest de l'Angleterre, mais c'est très beau à voir juste pour le côté bucolique, un peu, je sais pas comment dire, un peu naïf de la chose, mais les couleurs sont très belles, c'est un film fait en Technicolor, etc. C'est très joli. Bon, c'est un film promotionnel. Vous avez des films un peu plus, je dirais, de sensibilisation, comme dit Harvest Sholcombe de 1940. Et vous avez plusieurs épisodes qui ont été faits sur Look at Life, avec des mini-séries sur le monde agricole britannique. Donc là, vous avez un certain nombre d'extraits de différents films. Donc vous pouvez les voir dans l'article, il y a deux films qui sont presque historiques, qui sont, je dirais pas cultes, mais qui sont à voir si vous voulez avoir des images du monde agricole britannique ancien. Donc vous avez West of England ici, et vous avez un autre film qui est très beau, c'est English Harvest de 1938. Et c'est un film qui est vraiment, pour le coup, lui, c'est vraiment bucolique, quoi. Donc bon, ce que vous voyez à l'écran n'existe plus, hein. Le monde agricole en Angleterre comme ailleurs a beaucoup évolué avec la mécanisation et puis d'autres changements sociaux. Mais c'est un très beau film, c'est un très beau documentaire à voir. Ne serait-ce que pour les images et tout ça. Donc j'en profite aussi pour discuter, quand je parle d'agriculture, de nourriture britannique. Donc je plaisante dans ce paragraphe en disant que même si j'aime beaucoup le monde agricole britannique, je reste quand même un peu perturbé des fois par certaines propositions culinaires, pour le dire de manière gentille et rigolote. Mais il y a des choses qui sont je trouve, qui sont plutôt appétissantes. Donc, notamment, les gens ne connaissent pas, mais l'Angleterre est très douée pour fabriquer des tourtes. Alors, on en a plusieurs, hein. Il y en a au porc, etc. Des fois même avec des mélanges de légumes, etc. Donc ça, c'est très connu. Et on ne le sait pas, mais le Royaume-Uni, pour ça que des fois, nous, en tant que Français, on est un peu dubitatif, mais il y a une traduction culinaire qui existe depuis longtemps, hein, avec des livres de cuisine qui sont publiés depuis au moins 1400, etc. Donc je sais pas, enfin, le pays n'est pas inculte sur le plan culinaire. Simplement, c'est vrai que des fois, ils ont leur tradition à eux. Et donc, je parle de trois plats qui sont très connus au Royaume-Uni et qui sont amusants à connaître parce que les Britanniques eux-mêmes s'en moquent, parce que ça en plaisante, pardon, parce que les noms sont un peu curieux. Donc, le premier, c'est Spotted Dick, donc c'est un gâteau, c'est ce qu'on voit tout à gauche. Mais ce qui se passe, c'est que le sens des mots a changé en fait. À l'époque, Dick, c'était dans le sens d'un pudding. Aujourd'hui, c'est connu comme, pour le dire ça poliment, pour dire ce sont les attributs masculins. Et donc les Anglais sont un peu enfin, en plaisante quand ils l'entendent aujourd'hui. À l'époque, le nom est inventé, c'était pas, il n'y a pas de sous-entendu, mais aujourd'hui ça peut faire sourire. Vous avez un plat qui s'appelle Todino Hall. C'est pareil, c'est un crapaud dans un trou, mais il n'y a pas de, vous voyez, s'il est au centre, il n'y a pas de crapaud, il n'y a pas de trou. Mais voilà, c'est un nom un peu original. Et alors ça, c'est un plat qui a perturbé. Moi, je sais que je l'ai montré à beaucoup de proches et d'amis qui sont français comme moi. Et c'est ce qu'on appelle la Stargazy Pie. Donc c'est un plat qui consiste à avoir des poissons qui sont entiers. Donc c'est tout à droite. Moi, je trouve ça plutôt appétissant. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été choqués, beaucoup de Français qui ont été choqués par l'aspect un peu curieux du plat. Donc bon, voilà, c'est typiquement britannique, mais bon, en tout cas, je trouvais ça assez appétissant et je trouvais que c'était sympa de faire un article comme ça pour aussi les rendre hommage d'une certaine manière à la cuisine britannique, vu qu'on parle de l'agriculture. L'autre chose que j'évoque, c'est le lait. Donc c'est important dans plein de pays, la production de lait, mais au Royaume-Uni, ça a pris, comment on appelle ça, ça a pris des proportions assez importantes, très industrielles. Au point qu'à une époque, c'est ce que montre cette photo, il y avait des wagons entiers de lait qui partaient pour les grandes villes. Donc là, ici, vous avez un wagon pour Londres. Alors, on n'a plus beaucoup des wagons comme ça, mais c'était pour illustrer à quel point c'était un effort d'industrialisation massive avait été fait sur l'agriculture. Et également, bon, ça c'est connu, vous avez en Angleterre la tradition comment on appelle ça, des livreurs de bouteilles de lait, c'est un peu une sorte de stéréotype associé à l'Angleterre. Et donc, comme dans tous les pays grands producteurs de lait, vous avez vu à certaines époques des sortes de bureaux pour gérer la production du lait. Il y a eu des tentatives faites pour fixer des prix uniques, etc. Mais le secteur du lait au Royaume-Uni, comme dans tous les pays européens, connaît des grandes difficultés parce qu'on en produit trop. Et tout simplement, vous avez beaucoup de gens qui ont du mal à joindre les debout. Donc également, le Royaume-Uni est connu pour les bières, les cidres, le vin. Alors, bière et cidre, c'est
c'est connu, la bière aussi, mais le vin, c'est vrai que c'est moins connu. Et donc, le vin, ça existe, c'est très limité, mais c'est surtout dans le sud de l'Angleterre, donc Essex, c'est Kent notamment. C'est très limité, mais c'est, comment je pourrais dire ça? Ça existe. Donc, ce qui est intéressant pour l'industrie de la bière, c'est de savoir que pendant longtemps, au Royaume-Uni, c'était lié aux monastères, comme dans d'autres pays européens. Simplement, vous avez Henri VIII qui, l'histoire est connue, il demande le divorce, le pape ne veut pas, et donc il décide pour le dire en plaisantant un peu, il fait une sorte de réforme protestante en Angleterre, et donc, notamment, une des conséquences, c'est qu'il va supprimer les monastères. Donc c'est pour ça qu'au Royaume-Uni, vous voyez souvent des photos, enfin, vous pouvez trouver beaucoup de photos avec des monastères abandonnés. C'est pas forcément que les gens sont partis, c'est que bah, ces lieux ont fermé de manière légale. Et donc, c'est un secteur, c'est intéressant au Royaume-Uni, c'est un des premiers secteurs à vraiment être dans une approche capitaliste et privatisée. Donc vous avez ici des photos de recettes autour du cidre. Mais bon, je fais un petit avertissement quand même pour dire que l'alcool, c'est un problème au Royaume-Uni. À certaines époques, la population pouvait dépenser beaucoup d'argent dans l'alcool. Pas forcément des alcools forts, simplement l'habitude des pubs, etc. Il y avait une culture un peu autour de l'alcool, malheureusement. Et ça reste toujours un problème de santé publique aujourd'hui au Royaume-Uni. Ensuite, j'en profite pour basculer sur ce que on appellerait le patrimoine rural. Donc, le Royaume-Uni, depuis très longtemps, a fait un effort via notamment des associations et des initiatives privées pour protéger son patrimoine. Et donc, vous avez deux institutions qui sont très connues en Angleterre. Vous avez Historic England et Natural England. Et vous avez également le National Trust. Et donc, ces institutions ont beaucoup œuvré pour conserver des bâtiments, des bâtisses, des outils, également des traditions, etc., du monde rural britannique, et également faire un effort de préservation des paysages. Également, je parle de quelque chose, alors ça, pour nous Français, c'est très étrange, mais au Royaume-Uni, du fait du système de la configuration de la propriété privée en milieu rural, en France, vous pouvez vous balader à la campagne, bon, quand vous avez des champs qui sont, on va dire, cerclés avec des haies, bon, bah, vous pouvez pas rentrer, ou des clôtures électriques pour les vaches, comme vous en voyez. Ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que pendant longtemps, et encore aujourd'hui, des fois, vous pouvez vous balader en pleine campagne, il n'y a pas de barrière, mais vous êtes sur une propriété privée. Et donc, dans des régions, des fois, je sais pas comment dire, très un peu désertes, hein, des choses comme ça. Bah, en fait, vous ne savez pas que vous êtes sur une propriété privée. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 30, les gens ont commencé à quitter les villes, des fois pour aller faire simplement du tourisme, pour simplement prendre l'air, etc. Simplement, il n'y avait aucun cadre légal autour de ces régions, et donc ça a généré des conflits. Et en 1932, c'est connu, il y a un événement où des gens, enfin c'est une centaine de personnes, ont décidé d'aller marcher dans un endroit, et donc ça a abouti à une bataille légale. Des gens ont été en prison, enfin pas très longtemps, mais ça a un peu marqué le Royaume-Uni, et il a fallu attendre les années 2000 pour que le gouvernement britannique trouve une espèce de compromis pour permettre aux gens de découvrir la nature, de passer sur un certain nombre de terrains, et de trouver un accord entre un bon équilibre entre ce qui serait propriété privée et on va dire tourisme. Voilà. Et ce qui est assez joli avec ces quatre photos, c'est un effort qui est fait au Royaume-Uni pour préserver un certain nombre de granges qui ont une forte valeur historique. Alors là, on voit que les extérieurs, mais souvent les bâtiments sont très beaux à l'intérieur pour les charpentes très anciennes. Donc le monde rural britannique a également beaucoup nourri, on va dire, l'imaginaire un peu littéraire du Royaume-Uni. Et donc vous avez un certain nombre d'auteurs pardon, qui sont connus. Alors certains ont pu faire, je dirais, un peu polémique. L'un d'entre eux, alors il est très connu, hein, au Royaume-Uni, c'est Henry Williamson. Il a écrit un certain nombre de livres, je crois qu'ils ne sont pas traduits en français malheureusement. Et il a eu un certain nombre de difficultés pendant l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il est devenu ami, enfin proche d'Oswald Mosley, qui était peut-être pas un nazi, mais en tout cas un fasciste, qui a fait l'objet de mesures d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est un auteur qui des fois peut-être pas fait polémique, mais des fois peut être un peu sensible, parce qu'effectivement il a écrit des très beaux livres sur le monde rural britannique, mais ce passé avec Oswald Mosley a un peu entaché sa réputation. Et d'autres auteurs ont travaillé dessus, comme par exemple Adrian Bell. Vous avez également des auteurs un peu plus récents. Vous avez James Rebanks et une auteure un peu moins connue qui s'appelle Melissa Harrison, et qui a notamment raconté, je crois, son
on appelle ça son voyage, enfin, son déménagement entre Londres et Suffolk. Et vous avez un certain nombre d'auteurs qui ont écrit sur le sujet. Et ici, alors je l'ai pas décrit en haut, vous avez ici, voilà, c'est des choses un peu comme ça qui existent au Royaume-Uni. Donc ça, c'est l'église du village de Bradfield de Saint-Georges, pour dire ça en français. Et ça, c'est très connu, c'est la région de Cotswold, c'est dans l'ouest du Royaume-Uni, avec ces petites maisons, avec leur, comment je dirais comme ça, la verdure, les fleurs, etc. C'est très touristique et c'est très, très connu et très apprécié au Royaume-Uni. Il y a également un effort qui est fait des fois par des amateurs, bon, comme ça peut exister ailleurs, et il y a un site qui s'appelle sussexpostcard.info et qui recense en fait un certain nombre de cartes postales anciennes faites dans le Sussex. Et donc ce sont des cartes postales qui sont intéressantes, notamment pour des photos de travaux agricoles. Et donc ici, vous avez des photos des années 20-30 où des agriculteurs travaillent avec des animaux, enfin ils mettent en place la traction animale. Donc un autre point important de l'agriculture britannique, c'est déjà pendant la première, mais surtout pendant la seconde, où il y a une prise de conscience d'un problème massif, c'est que le Royaume-Uni ne produit plus assez de nourriture sur son propre sol, et donc un effort massif est fait pour garantir que les civils ne meurent pas de faim. Et donc vous avez la campagne Dig for Victory, où le gouvernement met en œuvre de gros moyens pour que les civils puissent cultiver des petits lopins de terre et complémenter les rations de guerre. Donc je reviens un peu à l'histoire de la- du système agricole britannique. Le système agricole britannique, comme les autres pays, connaît une mécanisation euh, de ces méthodes de production. Et notamment, le Royaume-Uni est un peu pionnier parce que c'est au Royaume-Uni qu'on fabrique les premières machines agricoles à vapeur, comme ici sur ces photos. Donc, ce sont des événements, ce sont comment je pourrais dire, des passionnés qui viennent avec leurs véhicules et qui font des démonstrations publiques. Donc, vous avez un certain nombre de véhicules et notamment, ce sont alors, je sais pas comment traduire exactement en français, mais en gros, ce sont des tracteurs pas pour faire enfin, pour faire du labour, mais un des problèmes de ces tracteurs, c'est qu'ils sont trop lourds. Et en fait, si vous les faites rouler comme ça pour labourer les champs, bah, vous allez écraser les sols, en fait. Donc, vous allez aller les détruire. Et donc, on a inventé une technique qui consiste à avoir deux tracteurs de part et d'autre d'un champ. Et c'est illustré sur la photo du centre. Et donc, vous avez une espèce de rail qui se déplace et qui fait les sillons toute la journée. Donc, ça fait partie des premières méthodes pour un peu industrialiser le labour. Donc évidemment, ces machines ne sont plus utilisées aujourd'hui. Beaucoup de machines étaient en mauvais état dans les années 50-60. Mais depuis cette période, un effort a été fait par des passionnés pour les réparer, les remettre en service et nettoyer. Donc vous aviez, jusqu'à une époque récente, des événements qui étaient organisés tous les ans. Malheureusement, beaucoup ont fermé. Alors je pense pour le Covid, et puis peut-être également pour des raisons de rentabilité financière. Et donc ces véhicules à vapeur ont été remplacés par des véhicules plus modernes, un tracteur, moissonneuse-batteuse, et puis des machines pour récolter notamment des betteraves sucrières, comme tout à droite. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est de connaître un peu le schéma d'évolution de l'agriculture britannique au long cours. Donc vous avez ces deux graphiques qui sont très intéressants. Le graphique de gauche, ce sont les aires céréalières, et le graphique de droite, ce sont les hectares dédiés à l'orge. Et donc, ce qui est très intéressant sur les deux graphes, on constate que de 1875 jusqu'à environ 1915, l'agriculture britannique est en déclin, et les surfaces exploitées diminuent de manière très inquiétante. Et donc, à partir de cette époque, se met en place une forme de rebond, notamment pour le céréal, pour les céréales, pardon. On repasse enfin aujourd'hui, on a environ 2 millions d'hectares, donc on passe d'un peu moins d'1 million à 2 millions en 2015. Et pour l'orge, il y a un pic qui se produit dans les années 60-70 et ça se restabilise. Mais en tout cas, on était en deçà d'1 million en 1915 par là, et on s'est restabilisé au niveau des années 1875. Donc c'est un signe de rebond et de reprise en main un peu politique économique du système agricole britannique. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point enfin le monde agricole n'a pas évolué d'un point de vue géographique, hein. Les sols étant ceux qu'ils sont, malheureusement, enfin entre guillemets malheureusement ou heureusement,
Les terres les plus arables, donc celles qu'on peut labourer, notamment pour les cultures céréalières, sont à l'est de l'Angleterre, et ce qui est plutôt pour l'élevage est plutôt à l'ouest, en plus avec des mouvements de spécialisation successifs, et donc vous avez ce contraste, enfin, cette permanence. Donc vous avez une carte de 1910 qui déjà montre la tendance, et ça c'est une carte plus récente. C'est une carte très détaillée, hein, d'un organisme qui s'appelle United Kingdom Soil Observatory, et donc vous pouvez voir vraiment au détail les terres arables, et donc bah, tout ce qui est un peu brun sur la carte, ce sont des terres arables au sens plutôt grande culture céréalière, etc. Et donc le pattern est le même en presque un siècle, hein, voilà. Également, ce qui est intéressant, c'est de voir, ce sont des cartes sur le blé et les pommes de terre, et donc de voir ce pattern, hein, vraiment, les cultures un peu de masse se déroulent dans l'est de l'Angleterre. Et je fais un petit parallèle avec la France, parce que la France, bon, bah, a aussi un système agricole, mais simplement, la configuration des sols, etc., fait que les choses sont plus, peut-être moins nettes. Notamment parce que, bon, il y a les grandes plaines céréalières autour de Paris et une partie du nord de la France, c'est connu, mais le système agricole n'est pas divisé de manière aussi nette géographiquement, puisque vous avez des poches céréalières dans un certain nombre de régions de la France. Et notamment, j'en parle parce que, à population à peu près égale, il y a une forme d'injustice un peu, c'est le seul qui est comme ça. Le Royaume-Uni a peut-être quelque chose autour comme, pas 5-6 millions de terres arables, mais la France en a quasiment, au moins le double, quoi. Donc le système agricole du Royaume-Uni est un système qui, du fait des sols, est un système sous contrainte. Donc également, vous en avez d'autres, des cartes, et donc ça c'est une carte de 1985, pareil, très détaillée, avec la gradation des sols en Angleterre et au Pays de Galles. Donc en Angleterre et au Pays de Galles, on utilise ce qu'on appelle les grades, c'est-à-dire que grade 1 c'est meilleure qualité, donc ce qui est en bleu, notamment dans l'Est, et puis la qualité diminue et on arrive sur grade 5, et ça concerne un certain nombre de régions du Royaume-Uni, notamment vous avez le nord-ouest ici, une grande partie du Pays de Galles, etc. Ce qui est intéressant, pour revenir dans l'est de l'Angleterre, ce qui explique le développement agricole, notamment céréalier, dans l'est de l'Angleterre, c'est ce qu'on appelle la région des Fens, donc illustrée par cette carte. C'est une région qui était un peu marécageuse. Et donc, bah, simplement, quand c'était marécageux, on ne pouvait pas l'exploiter comme ça. Donc les Romains avaient déjà tenté à l'époque de drainer cet endroit. Il y a des efforts qui ont été encore refaits plus tard dans les années 1600, mais à chaque fois, ça a été un échec pour des raisons notamment techniques. Et puis bon, quand les Romains sont partis, etc., des infrastructures n'avaient pas été maintenues. Donc c'était resté largement pastoral. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1800-1900, on a eu l'arrivée des machines à vapeur, et donc on a pu drainer de manière quasiment constante les sols. Donc là, alors en bas ici, c'est on va dire pas une usine, mais un lieu avec une machine à vapeur. Et il y avait également des choses qui avaient été installées avec des moulins à vent, tout simplement pour drainer les fens. Et donc, cette opération a été un succès. Donc, les fens ont été totalement, entre guillemets, enfin, pas asséchés, en tout cas drainés. Et c'est une région agricole extrêmement performante. Donc, le système agricole se transforme, surtout, on va dire, se spécialise au maximum. Et donc, j'ai fait cette petite carte avec des photos. Donc, on va commencer par la photo de la moissonneuse ici. Donc, ça, c'est dans l'est de l'Écosse. Vous avez également en dessous une photo d'une autre moissonneuse-batteuse, c'est à Norfolk, et deux photos de gauche qui représentent des prairies sont des photos faites dans l'ouest de l'Angleterre. Donc celle en haut, c'est à Cumbria, et celle en dessous, c'est, je crois, au Cornouailles. Donc voilà, c'est pour vraiment montrer, bon, c'est un peu cliché ce que je fais, mais il y a vraiment une coupure géographique on va dire, la topographie des sols et ce qu'on peut faire ou pas comme culture. Donc, j'explique un certain nombre de choses, notamment je reviens sur l'industrie du vin, parce que c'est intéressant. Ce qui s'est passé, c'est que bon, c'était pas une industrie très développée, pour des raisons climatiques, et cette industrie va mourir, l'industrie du vin, au début de la Première Guerre, mondiale, parce qu'un certain nombre de réquisitions sont faites, et donc le secteur est très perturbé. Donc on ne produit plus de vin au moins jusque fin des années 30. La production reprend plus modestement dans les années 60, et ça va beaucoup se développer dans les années 90, 2000. Et donc, une des parties des régions de prédilection, c'est le Kent. Et donc, le Kent est très connu pour être ce qu'on appelle en anglais Garden of England, donc le jardin d'Angleterre. Et donc, le Kent est connu pour ses vignes,
comment on appelle ça? Ces vergers, et cetera. Donc ce sont voilà quelques photos. Vous avez à gauche, des pommiers, vous avez, ce qu'on appelle du houblon au milieu et vous avez, des vignes, heu, sur, alors c'est pas pardon dans le Kent, c'est dans le Staffordshire. Donc voilà. Ensuite également, ce qui est moins connu, c'est ce qu'on appelle, l'horticulture. Donc certaines régions, toujours, aujourd'hui sont spécialisées dans la fabrication de plantes et c'est notamment lié au fait qu'au Royaume-Uni, il y a une passion à un moment pour à la fois les jardins et pour ce qu'on appellerait les serres. Donc, donc vous en avez beaucoup au Royaume-Uni qui ont été construites à l'époque notamment victorienne. Alors elles hébergeaient beaucoup on va dire, de spécimens exotiques parce qu'il y avait des colonies et puis des dominions britanniques, mais il y avait également toute une culture et une passion pour la fleur à certaines époques au au Royaume-Uni. Donc, ce qui est très important ensuite, c'est l'accroissement des rendements agricoles. Donc, on va dire que le grand bond commence à partir du XVIIIe siècle. Donc, vous avez ce petit schéma qui représente les rendements au long cours des céréales au Royaume-Uni. Donc, vous avez en bleu le blé, en rouge l'orge, et je crois l'ouate, c'est l'avoine, je ne vais pas dire de bêtises. Et donc, en gros, on est passé des années 1800 à des rendements qui étaient peut-être autour de une tonne par hectare, à des fois 6, 7 ou 8 tonnes, notamment pour les céréales. Donc ça va de 1705 à 2023. Et c'est très impressionnant quand on compare au Moyen Âge, parce qu'en fait, pendant des siècles, l'agriculture a stagné sur des rendements qui étaient très faibles, autour de la tonne, et encore, et voire des fois un peu moins à certaines périodes. Et l'Angleterre est... euh, pardon, une des agricultures historiquement en termes de rendement agricole, une des plus performantes d'Europe, et cela s'explique par les progrès techniques et puis également un certain nombre d'efforts qui ont été faits pour maximiser la productivité du système agricole britannique. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le contexte de ce dont je parlais tout à l'heure, ce qui s'appelle les Corn Laws, pourquoi ils ont été abolis. Et bien tout simplement parce qu'à un moment, la population a explosé. Pendant longtemps, comme je t'expliquais, la population restait assez basse, elle a stagné, et avec la révolution industrielle, il y a une explosion, on va dire, démographique, et à un moment, le système agricole a des difficultés à suivre, et donc les corn laws sont abolis, comme j'ai expliqué avant, et donc ça va engendrer des débats sur qui existe toujours, hein, encore aujourd'hui, là, la question est toujours débattue de manière un peu sensible au Royaume-Uni, est-ce que le Royaume-Uni peut être autosuffisant sur le plan alimentaire? C'est un débat qui existe depuis l'abolition des corn laws. Ce qui se passe, c'est que les corn laws, quand ça a été aboli, c'était considéré à l'époque comme une victoire, on va dire, de l'Angleterre un peu urbaine, industrielle, sur l'Angleterre rurale. Et donc, c'est devenu un peu point de vue un peu culturel, c'est devenu un peu un symbole de l'idéologie du laisser-faire au Royaume-Uni. Alors après, on n'approuve pas. Et donc, donc malheureusement, c'est l'agriculture qui en a fait, on va dire, les frais. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes politiques, c'est un peu sensible. Donc, avec le rappel des Corn Laws, le pays va faire face à un certain nombre de crises agricoles. Donc, vous avez ce qu'on appelle la Grande Dépression de l'agriculture britannique, entre baisse du nombre d'exploitations, d'hectares, etc. Et notamment, un problème, enfin, pas tout à fait un problème, mais comme il y a des dominions des colonies, ces pays exportent vers on va dire la métropole qui est le Royaume-Uni, mais ce ne sont pas des importations, au sens, ce ne sont pas des pays étrangers. Et donc, tout simplement, ça crée une concurrence très forte pour l'agriculture du Royaume-Uni et beaucoup de difficultés. Et donc, c'est cette époque, pendant la Grande Dépression, qui est un peu un déplacement comment je pourrais dire, de l'influence politique et du pouvoir, donc plutôt des zones rurales vers les grandes villes industrielles et minières, et donc notamment ce grand triangle autour de Liverpool, Sheffield, etc. Donc, également, le système agricole britannique a enfin, un défaut, ou en tout cas un historique, au niveau de son système, on va dire, juridique. Ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, le système est resté, pour le dire en toute honnêteté, resté médiéval. C'est-à-dire qu'on est resté sur des systèmes de contrats qui dataient du Moyen Âge. Donc, il y en a plusieurs qui ont existé, il y a eu des tentatives de rationalisation qui ont été faites. Donc, on va dire les principaux, vous avez Tenant at Will, simplement vous avez une sorte de location qui est faite, hein, entre un fermier et puis un propriétaire terrien,
pendant plusieurs années, enfin c'est après chacun s'entend comme il veut. Vous avez l'ISO de tenure, donc vous avez, ce sont des contrats pour plusieurs années, mais il y a des objectifs de production qui sont attendus. Vous avez un très vieux système qui s'appelait le copy hold, donc c'était ce dont je parlais avec les manoirs. Donc c'est un système un peu compliqué qui a été plus ou moins aboli au 19e siècle, et donc en gros, ça s'appelle copyhold parce qu'en fait les locations, l'utilisation des terres en fait étaient consignées dans un livre et chacun recevait, de ce que j'ai compris, je suis pas expert pour être honnête sur le sujet des copyhold, une copie. Et donc c'était un système qui était un peu complexe et qui a fini par être progressivement aboli. Et donc vous savez ce qu'on appelle le freehold, mais là c'est quand vous êtes propriétaire de vos terres. Et donc notamment, vous avez eu le Agricultural Holding Act de 1875 où il y a eu une tentative, où des efforts ont été faits pour essayer de rationaliser le système juridique qui encadrait l'agriculture britannique. Je reviens un peu quand je parlais des Dig for Victory, je parle d'un phénomène qui était important au Royaume-Uni, c'était les Women's Land Army. Et donc, comme les hommes étaient partis à la guerre, notamment dans le monde rural, on a mobilisé les femmes pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et donc, un livre a été fait après la Première Guerre mondiale pour illustrer justement le travail de ces femmes au champ, qui pour certaines peut-être découvraient l'agriculture pour la première fois. Et ces femmes ont donc contribué à maintenir à flot l'agriculture britannique. Et également, à certaines époques, on a aussi fait appel aux militaires. Donc ça, c'est une photo, je crois, de enfin, 1945, quelque chose comme ça. Donc là, vous avez des soldats qui assistent, enfin qui aident des agriculteurs pour la récolte du blé. Donc une mesure récente importante pour aider l'agriculture britannique, c'est l'Agriculture Act de 1947, pardon, et donc un grand effort est fait pour garantir les prix, améliorer les performances agricoles, notamment qu'il y ait des investissements dans les machines, tracteurs, etc. Il y a de grands efforts qui sont faits sur le système juridique. Également, à cette période, progressivement, plus ou moins l'intégration européenne, même si c'est un sujet de débat au Royaume-Uni. Et donc, l'agriculture britannique connaît un accroissement de sa productivité, illustré par ce schéma. Bon, mais ça, c'est pas propre au Royaume-Uni. Dans les années 70-80, vous avez un certain nombre de problèmes dans certains secteurs avec tout simplement des productions trop importantes, notamment dans le lait, et donc trop de produits et des prix en chute libre. Mais c'est pas propre au Royaume-Uni, mais ça fait partie de l'histoire de l'agriculture britannique. Et aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que comme dans beaucoup de pays, hein, l'agriculture est un peu invisibilisée, pas parce que elle ne produit plus rien, mais parce que la mécanisation, son poids économique, on va dire brut, simplement financier, fait que c'est un secteur qui contribue très peu en fait, enfin objectivement comme ça au PIB, etc., ou même sur la force totale qu'on appelle ça, du marché du travail. Mais ça reste essentiel parce que les gens ont besoin de manger, mais c'est un secteur qui est très invisibilisé, on va dire, politiquement, parce que c'est vrai qu'on a besoin de manger, mais on les voit très peu, nos agriculteurs, etc. Donc, enfin, c'est des problèmes qui existent en France et ailleurs, et notamment au Royaume-Uni. Donc, je retourne à nouveau, cette fois-ci, dans l'Est de l'Angleterre, pour montrer à nouveau. Bon, je reparle des céréales pour expliquer que c'est toujours dans l'Est qu'on produit le plus de céréales, et donc le système agricole est resté ce qu'il est. Et donc, je rajoute ici un certain nombre de statistiques du DEFRA, c'est le sorte de département pour l'agriculture au Royaume-Uni. Alors, je connais plus l'acronyme exact, je m'en excuse. Et donc, vous avez ici des statistiques qui sont très intéressantes pour savoir à peu près comment se distribuent les types de fermes, etc. Et donc, c'est intéressant de regarder un peu avec qu'on appelle ça l'Est de l'Angleterre. Et donc vous avez l'Est de l'Angleterre, East Midlands et South East, donc, qui inclut également les régions rurales autour de Londres. Et donc vous les voyez, elles sont majoritairement céréalières quand le reste du pays est un peu plus mixte, voilà, pour illustrer la chose. Également, c'est toujours l'Est d'Angleterre hein, qui domine sur le monde agricole en termes de production également de revenus. Les seules régions qui pourraient enfin la seule région qui pourrait un peu concurrencer l'est de l'Angleterre, c'est, le sud-ouest de l'Angleterre, notamment parce que élevage, c'est un peu plus mixte et cetera, puis une spécialisation qui est, ancienne. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'en parlais, c'est de la persistance du système agricole britannique. C'est parce qu'au Royaume-Uni, j'expliquais que le laisser-faire et puis des fois, bon les débats politiques,
l'agriculture britannique existe toujours, elle continue à se développer, même si elle a des difficultés, et les gens y restent attachés. Donc voilà, jusque d'un certain nombre de faits un peu politiques où il y a vu des fois des polémiques et des mots un peu malheureux de la part de certaines personnes. Notamment, bon, ça m'a fait un peu sourire, c'était Thérèse Coffey en 2023 qui avait proposé de remplacer les fruits euh, par les navets, je crois. C'était pour contourner les pénuries dans les magasins. Donc bon, c'était une idée comme une autre, hein. C'était pour aider les agriculteurs britanniques, puis ça permet toujours de manger, d'avoir des choses dans les magasins du fait qu'il y avait une pénurie temporaire, mais ça a généré effectivement beaucoup d'humour et de scepticisme parce que je crois que les navets, ça fait très longtemps que les gens ne les... on mange, mais pas comme ça, pas en grande quantité. Je rajoute un petit passage qui était intéressant et ça fait lien avec le film Suez, l'étude que j'ai faite. Et qu'est-ce qui se serait passé si la guerre froide avait rencontré l'Est Anglia? Et donc je remets une carte pour illustrer le lien entre zone d'impact et zone agricole. Et c'est vrai que c'est un peu des fois un angle mort des choses qu'on entendait au Royaume-Uni à l'époque sur le devenir du système agricole après une attaque nucléaire. Et donc, bon, je rappelle un certain nombre de choses dessus que j'avais déjà expliqué dans l'essai sur Suez. Et le film justement Suez parle très peu d'agriculture d'ailleurs alors que c'est un film sur la guerre nucléaire au Royaume-Uni. Et donc c'est intéressant de voir que l'agriculture à cette époque, en plus dans un pays qui a une configuration très particulière, est un peu un angle mort dans le débat public. Donc ensuite, je poursuis un peu l'histoire, mais cette fois-ci un peu avec le futur, et, et notamment les débats politiques. Donc je reviens de nouveau sur le laisser-faire. Et donc, j'explique, hein, mais ça c'est le monde britannique est comme ça objectivement, depuis les années Thatcher. Il y a, je sais pas comment dire, une sorte de consensus un peu dans le monde politique et dans la société, objectivement, pour ne pas revenir à des systèmes protectionnistes ou plus protecteurs, que ce soit pour les droits sociaux, l'État ou même l'économie globalement. Il y a un consensus, il y a oui, une forme d'accord un peu tacite, hein, pour poursuivre l'héritage de Thatcher en termes de libéralisme. Alors après, on est d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que fonctionne le Royaume-Uni. Donc, ça n'a pas beaucoup, malheureusement, beaucoup avancé à ce niveau-là, même s'il existe, pardon, des fois des choses dont je parle après. Donc, je reviens à nouveau sur les statistiques, hein, pour montrer que bon, il y a des difficultés, mais il y a quand même eu un rebond, notamment en termes d'hectares cultivés, ce qui prouve que le système a quand même été résilient. Je discute à nouveau, ça c'est commun à tous les pays européens, hein, avec la mécanisation, comment on appelle ça, le nombre de travailleurs dans le monde agricole ne peut que diminuer, hein. Il y a plus de machines, on est plus efficace, etc. C'est plus comme à une époque où effectivement il y avait beaucoup de travail manuel. Aujourd'hui, vous avez bon, tracteur, moissonneuse, etc. Et donc les choses sont différentes. Et donc ça aussi, ça contribue, mais pas qu'en Angleterre, des fois un peu au devenir un peu des fois de la culture et du monde rural, parce que on produit à manger, mais si vous avez beaucoup moins de monde, comment on maintient le lien social, la culture, etc. Voilà. Et donc, c'est tout ça qui rend les choses un peu difficiles, pour notamment ce que j'expliquais plus haut avec les fêtes, etc., les traditions un peu anciennes. Et donc, un autre problème au Royaume-Uni, bon, mais ça c'est lié au système, hein, de propriété des terres. Vous avez un vieillissement du monde agricole, mais qui n'est pas propre au Royaume-Uni, et ça pose des questions pour l'avenir du monde agricole britannique. J'en profite également pour discuter de l'élevage. Alors, je parlais de la laine, bon, ça c'était par le passé. Mais l'élevage, c'est très important au Royaume-Uni. Malheureusement, le secteur a fait face à plusieurs crises. Donc la plus célèbre, hein, c'est la vache folle qui a malheureusement beaucoup écorné l'image de l'élevage britannique, que ce soit au Royaume-Uni et à l'étranger. Vous avez malheureusement le problème des producteurs de lait qui sont également en grande difficulté. Et vous avez un certain nombre de régions, hein, typiquement dédiées à l'élevage, notamment dans un certain nombre de parcs régionaux, donc notamment dans Peak District National Park, qui est près de Sheffield, où malheureusement un grand nombre faut le dire, de fermiers sont dépendants de chèques faits à la fin de chaque mois pour s'en sortir. Donc ces gens sont dans des situations très précaires. Et donc ce qu'on appelle ça, ce graphique illustre à nouveau, hein, que vous avez toujours ce problème. Euh,
globalement, hein, les régions les plus riches sont à l'est, hein, et donc les régions agricoles les plus sont à l'est, et donc la plupart des régions rurales, hein, sont malheureusement des régions très défavorisées sur le plan économique. Et comme je disais, effectivement, vous avez l'est de l'Angleterre qui est effectivement très, très riche. Vous avez le sud-ouest ou également l'est Midlands, et les autres régions malheureusement sont très défavorisées, malgré des efforts qui sont faits dans ce domaine. Et je parle du cas un peu spécifique de l'Irlande du Nord, mais là, bon, le système agricole est un peu plus, peut-être un peu moins développé, et puis il y a d'autres problèmes, notamment liés aux troubles dans les années 80, et puis il y a des problèmes sur la frontière avec l'Irlande du Nord, mais ce sont des sujets qui ne sont pas forcément agricoles. Et donc je rends un petit hommage un peu au monde agricole, à ma façon, avec des animaux, on va dire un peu typiques du monde agricole britannique. Alors, un autre problème, notamment pour revenir à l'est de l'Angleterre, c'est le changement climatique. Vous avez malheureusement deux phénomènes qui se conjuguent. Tout d'abord, vous avez l'érosion côtière, qui est un vrai problème, parce que dans l'est, c'est là où se trouvent près de 50% des terres de grade 1, donc les terres de meilleure qualité du Royaume-Uni. Donc c'est un problème sérieux pour l'avenir de l'agriculture britannique. Et vous avez également le problème du changement climatique qui pourrait à un moment lourdement impacter l'est de l'Angleterre avec perturbation des écosystèmes. Donc ce sont des sujets qui sont pris assez au sérieux pour ceux qui connaissent l'agriculture britannique au Royaume-Uni. Donc il y a quand même des raisons d'être optimiste, je pense. Enfin, c'est mon point de vue de français sur l'agriculture britannique. Ce sont des chiffres du DEFRA pour représenter le niveau d'indépendance, d'autosuffisance plutôt alimentaire du Royaume-Uni. Et donc, de 1956, on était peut-être 46%, et aujourd'hui, bon, c'est pas forcément gigantesque, mais en 2021-2022, on est à peu près à 60%. Donc, il y a quand même une forme de résilience qui existe. Ça reste précaire pour un certain nombre de raisons, que ce soit économique, également politique, etc. Mais euh, bon, c'est mon regard de français, peut-être que tout n'est pas perdu. En tout cas, l'agriculture britannique existe toujours, se redéveloppe, et donc il y a sans doute un potentiel à exploiter. J'en profite pour parler des débats qui sont alors des fois ça fait un peu certaines personnes sont un peu moqueuses avec ça au Royaume-Uni, parce que des fois les Anglais eux-mêmes sont pessimistes sur leur système agricole, et donc j'en profite pour parler de l'autosuffisance agricole au Royaume-Uni. Et donc il y a un monsieur qui est très connu qui s'appelle John Seymour, qui en 1976 a fait un livre qui s'appelle le livre complet de l'autosuffisance. Et ce monsieur était très connu parce qu'il a fait un certain nombre d'émissions, d'articles, etc. sur l'autonomie alimentaire. Et donc ça a réouvert un tout petit peu le débat au Royaume-Uni sur le sujet. Et vous avez un certain nombre de personnalités qui des fois ont fait le jeu comment on appelle ça, de faire l'expérience d'être autosuffisants avec leur petite exploitation. Et notamment, bon, vous avez cette série qui était connue au Royaume-Uni, c'était The Good Life. Alors c'était un couple un peu cliché du monde urbain qui se lançait dans voilà, la création de leur petit potager en ville. Et vous avez notamment ce qui est connu, l'émission continue, c'est la Clarkson Farm par Jeremy Clarkson. Donc il est connu parce qu'il a fait Top Gear, enfin il faisait l'émission Top Gear. Et lui, il a sa ferme dans le West Oxfordshire. Et donc, comme d'autres pays, hein, il y a des fois des enquêtes qui sont faites auprès des Britanniques pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc, beaucoup sont plutôt fiers de leur agriculture. Après, simplement, le sujet, c'est que des fois, est-ce que ça se traduit toujours en actes, etc. Ça, c'est bon, là, c'est un peu différent. Et donc, moi, je m'étais un peu posé la question, parce que quand j'étais étudiant, j'ai fait un travail sur le Made in France, donc je parlais d'industrie et d'agriculture. Et donc, un des soucis majeurs qu'on appelle ça, que j'avais constaté, c'est que bah, souvent c'est le même problème qu'en Angleterre sur l'agriculture. Les gens disent oui, on veut bien défendre, etc. Mais souvent c'est pas toujours traduit en actes. Et puis un autre souci, c'est que au Royaume-Uni comme en France, mais au Royaume-Uni c'est particulier, c'est encore plus fort, c'est que oui, effectivement, il y a une volonté de valoriser l'agriculture britannique. Il y a des efforts qui sont faits par l'État britannique, il ne faut pas négliger. Le problème, c'est qu'ils sont toujours coincés dans une envie de valoriser leur agriculture, et puis simplement la contrainte politique, le consensus politique autour du laisser-faire. Et ce sont des fois des choses qu'on ne peut pas facilement tout simplement réconcilier.
Donc ensuite, je parle des parcs nationaux. Donc ça fait partie des solutions qui ont été un peu trouvées, hein, comme dans d'autres pays européens, pour les zones agricoles les plus défavorisées. Et donc, ces parcs ont été mis en place à partir de 1949 avec le National Parks and Access to the Countryside Act. Et donc, c'était des régions, hein, qui étaient quand même en difficulté assez précaire sur le plan agricole. Et donc, vous avez un certain nombre qui ont été ouverts, comme Lake District, Peak District, vous avez Pembrokeshire Coast également, enfin, il y en a d'autres, etc. Beaucoup de choses, hein, plutôt, enfin, il y en a un peu partout, mais beaucoup de choses quand même dans l'ouest de l'Angleterre. Donc, il y a un certain nombre de parcs qui ont été rajoutés les années suivantes et au début des années 2000. Et ici, vous avez quelques photos de certains parcs. Donc à gauche, vous avez le Peak District National Park. Vous avez au milieu Pembrokeshire Coast, c'est au Pays de Galles. Et vous avez ce qu'on appelle les Cairngorms, c'est en Écosse. Voilà. Et donc ce sont des choses qui permettent un peu de revitaliser ces régions. Ça permet des fois à des gens d'avoir double activité comme dans d'autres pays européens, entre tourisme et agriculture. Il y a également ce qu'on appelle les Area of Outstanding Natural Beauty, c'est AONB. Ce sont pas des parcs, mais ce sont des lieux, des régions qui ont été un petit peu valorisées, notamment pour la vie sauvage. Donc, en conclusion, pour conclure cet article, donc moi, c'est vrai que je ne suis pas britannique, mais depuis que j'ai fait ce travail, j'ai une grande passion pour le monde agricole britannique. J'ai acheté un certain nombre de livres, d'ailleurs en anglais, pour développer mes connaissances sur le sujet. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que moi, comme tout Français, des fois, j'ai une vision un peu stéréotypée, hein, du Royaume-Uni. Ah bon, on connaît la reine d'Angleterre, Londres, des équipes de football, des choses comme Billy Elliot, mais on ne connaît pas forcément la richesse de l'histoire agricole du Royaume-Uni, ses paysages, etc. Et donc, je trouvais que c'était intéressant, notamment par rapport à l'est de l'Angleterre, de voir que euh, peut-être il y a une boucle un peu qui se fait qui est jolie, hein, c'est-à-dire que le peuplement a commencé à l'est, il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans l'est de l'Angleterre. Ensuite, il y a eu cette histoire avec la révolution industrielle, où tout simplement les centres de pouvoir un peu d'influence se sont déplacés, et bon, on y revient un peu comme ça, plus récemment, donc je trouve ça un peu joli, voilà. Et donc il y a une carte pour conclure avec le Royaume-Uni, et donc les zones agricoles, et notamment ça résume les grandes innovations, les grands événements, et notamment le lieu où étaient installés les fabricants de machines à vapeur au Royaume-Uni dans les années 1800. Donc comme on voit, il y a beaucoup de choses, hein, qui ont effectivement eu lieu dans l'Est de l'Angleterre, c'est probablement pas un hasard. Et je conclue mon article avec, c'est un petit proverbe, une sorte de petite chansonnette agricole britannique. Donc pour la traduire, ça fait en gros 4 graines, on va dire jetées comme ça. Donc une pour la souris, une, je crois, pour un peu ça pour tout gros. Je me demande si c'est pas le corbeau ou enfin l'oiseau, une qui va pourrir et une autre qui doit grandir. Donc voilà, donc c'est la conclusion de cette petite vidéo sur le monde agricole britannique. Donc je mettrai en lien un certain nombre de choses dans la description, et si vous avez apprécié les vidéos, bah, je vous invite à commenter. Voilà, merci.